Bonjour, Monsieur Cochon. Merci d'être avec nous. Bonjour aux participants aussi. Merci d'être à notre court-circuit 15 minutes avec l'honorable Martin Cochon. Avant de commencer l'entrevue puis d'aller dans le vif du sujet, je vais faire un résumé, si vous me le permettez, de votre parcours professionnel. Alors, vous êtes membre du barreau du Québec depuis 1985. Vous avez une très belle carrière dans le monde juridique avant de faire le saut dans le monde politique. Parlant de monde politique, vous avez été élu pour la première fois au fédéral dans la circonscription d'Outremont en 1993 et durant votre évolution dans le monde politique, vous avez détenu plusieurs titres ministériels, dont celui de secrétaire d'État au développement économique, qui est aujourd'hui rebaptisé ministre du développement économique. Vous avez été ministre du Revenu et responsable des douanes, ainsi que ministre de la Justice et procureur général du Canada. Aujourd'hui, vous êtes conseil au sein du cabinet DS Avocats, en plus d'être vice-président du conseil d'administration du Conseil d'affaires Canada-Chine. Alors, merci de vous être joint à nous. Merci aux participants d'être là. On a très hâte d'entendre vos perspectives très enrichissantes sur les relations sino-canadiennes. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui, vraiment. Je rappelle aux participants que le court-circuit dure 15 minutes top chrono. Donc, si on a le temps, on va prendre vos questions. Si on n'a pas le temps, malheureusement, vous pourrez nous les transférer à l'écrit, puis on va tâcher d'y répondre dans les plus brefs délais. Alors, sans plus tarder, M. Cochon, j'y vais avec ma première question. À votre avis, est-ce que la Chine est un partenaire de choix pour les entreprises canadiennes? La réponse à ça, c'est absolument oui. D'abord, lorsqu'on regarde la Chine aujourd'hui, c'est la deuxième puissance économique mondiale en termes de PIB. On dit que d'ici 10 ans, la Chine sera la première puissance et possiblement avant. D'autant plus pour l'ensemble des sociétés, les sociétés québécoises et canadiennes, il y a là des opportunités absolument extraordinaires. Lorsqu'on regarde le 14e plan quinquennal qui vient d'être déposé en Chine, les axes de développement économique qui ont été privilégiés par la Chine sont des axes qui nous rejoignent dans notre propre développement économique. Lorsqu'on regarde, par exemple, le secteur des services financiers, les technologies vertes, la question du monde agricole également, on est interpellé sur plusieurs fronts et je pense que les sociétés québécoises et canadiennes doivent profiter de cette occasion, d'autant plus que au cours des dernières années, oui, ça a été difficile d'un point de vue politique entre les deux pays. Et nonobstant ça, on voyait clairement un appétit de la part du milieu des affaires. Le premier trimestre de cette année, il y a eu une augmentation des exportations du Canada vers la Chine de plus de 35 %. Donc, il y a une volonté claire et nonobstant la situation difficile qu'on connaissait. Donc, moi, ce que je dis, c'est, écoutez, la Chine, l'appétit économique, les besoins économiques, les besoins du marché chinois n'iront pas en diminuant, vont aller en augmentant. Je pense que les sociétés canadiennes doivent s'inscrire là-dedans, d'autant plus que nous sommes bien positionnés historiquement. Il y a une relation d'amitié entre le Canada et la Chine qui est absolument exceptionnelle. Ça date, on parle de 50 ans de relations diplomatiques. Le Canada était en fait un pays important pour l'accession de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Bref, je pense que oui, c'est un partenaire de choix. OK, puis justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur le potentiel économique en Chine, quel conseil est-ce que vous donneriez à une entreprise québécoise ou une entreprise canadienne qui voudrait conquérir le marché chinois? Les conseils sont lorsque je regarde une société qui décide d'aller en Chine, de faire affaire en Chine, évidemment, les éléments sont nombreux. Il faut prendre attention à plusieurs éléments. Mais peut-être un conseil qui réunit l'ensemble des éléments que j'ai en tête, et c'est assez simple, se faire aider. Vous savez, la Chine, c'est un pays qui est différent. C'est une culture qui est profondément différente. La façon de faire des affaires également est différente. Et à mon point de vue, l'important, c'est de faire en sorte que vous puissiez, dès le départ, être capable de faire affaire avec des partenaires qui s'y connaissent. Évidemment, on mentionne souvent les partenaires réguliers qui reviennent, les ambassades, la délégation du Québec, le service des délégués commerciaux également aussi, le Conseil d'affaires Canada-Chine dont je suis vice-président au niveau du Conseil d'administration nationale, sont là des acteurs qui sont importants, qui peuvent vous aider également dans votre approche concernant le marché chinois, vous aider dans votre positionnement dans le marché et vous accompagner également. Évidemment, les bons bureaux de comptables, bureaux d'avocats, tout ça est essentiel. Donc, bref,
n'ayez pas peur de vous faire aider parce que faire affaire en Chine, c'est évidemment plein d'embûches. Avant de partir aussi, regardez, je viens d'en parler, le fameux plan quinquennal qui vient d'être déposé, dans lequel il y a des actes de développement économique qui sont clairs, qui sont privilégiés par le gouvernement chinois. Il est évident qu'il y aura une réception plus facile de ce côté-là, même si, d'un point de vue réglementaire, évidemment, comme partout à travers le monde, vous aurez probablement des défis au niveau réglementaire. Et finalement, sur ce point-là, ne sous-estimez pas également les coûts économiques de faire affaire en Chine, particulièrement au début, et aussi, ce qui est important, et moi, je le conseille beaucoup aux gens avec qui je fais affaire, dépendamment du secteur dans lequel vous allez intervenir. Moi, je trouve que c'est important de faire affaire avec un partenaire local, si vous pouvez. Je pense que ça vous donne c'est un beau coup d'envoi lorsque vous arrivez sur le marché chinois. Oui, ça donne une meilleure connaissance du milieu aussi, ça facilite la pénétration, j'imagine. Maintenant, j'ai envie qu'on parle un petit peu plus côté politique, diplomatique. La saga Huawei, à votre avis, est-ce que ça va marquer négativement les relations sino-canadiennes dans un avenir rapproché ou est-ce qu'on peut s'attendre à un relâchement des tensions diplomatiques entre nos deux pays? Écoutez, c'est une question importante, une question qui est fondamentale lorsqu'on s'inscrit dans la relation Canada-Chine comme moi depuis tant d'années. Il y a quelques semaines, en fait, il y a quelques jours, devrais-je dire, parce que ce n'est pas si loin, il y avait l'Assemblée générale annuelle du Conseil d'affaires Canada-Chine qui réunissait des entreprises, qui réunissait également des acteurs au niveau gouvernemental, ambassadeurs et tout. Et il y a aussi, pendant la même occasion, il y a un certain nombre de rapports qui ont été déposés, des rapports concernant l'impact économique de la Chine pour le Canada, mais également des rapports qui comptabilisent un certain nombre d'éléments qui ont trait à des sondages qui sont faits chaque année. Et lorsqu'on regarde ces éléments-là, il est évident, et je le mentionnais tout à l'heure, que les entreprises canadiennes veulent faire affaire en Chine, mais la question de ce qui s'est passé au cours des dernières années est une question qui a fait en sorte que l'appareil politique des deux côtés c'est une chose qui a été plus présente dans l'esprit des gens du milieu des affaires. C'est une chose qui a été plus préoccupante. Maintenant, on sait que maintenant, ces choses du passé et on en est particulièrement content que maintenant, les deux Michael soient de retour au Canada. Mais reste quand même que tout ça a laissé un goût amer au Canada. Et quand je regarde la situation maintenant, pour les gens d'affaires et pour les deux pays, je pense qu'il est important maintenant de regarder vers l'avenir. Oui. De s'assurer qu'à nouveau, on puisse recréer des liens. Et ça commence d'abord et avant tout au niveau gouvernemental, parce qu'au niveau du milieu des affaires, il y a une volonté qui est claire. Et ces liens-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut renouer en remettant des bases diplomatiques et économiques qui sont claires, sans pour autant mettre de côté nos valeurs. Vous savez, on fait affaire avec la Chine depuis des années et les deux pays n'ont pas mis de côté les valeurs. Tout ça peut se faire dans un respect mutuel et également à travers un dialogue qui est constructif. Oui, tout à fait. Puis j'ai entendu le mot valeur, j'ai envie de creuser la question. D'un point de vue canadien, est-ce qu'à votre avis, c'est possible de concilier nos positions sur les questions des droits de la personne tout en voulant profiter des occasions que présente l'économie chinoise? Écoutez, la réponse à ça, elle est oui. Pour moi, le partenaire chinois est un partenaire incontournable à mon esprit, à moi. Incontournable d'un point de vue politique, d'un point de vue géopolitique et d'un point de vue évidemment économique. On a fait affaire dans le passé avec la Chine sans mettre de côté nos valeurs. Le gouvernement chrétien dont j'ai fait partie, à chaque fois que M. Chrétien allait en Chine, parlait des valeurs fondamentales ici qui existent au Canada. Tout ça peut se faire de façon constructive. D'ailleurs, rappelez-vous, quand Nixon est allé en Chine en 1972, vous êtes beaucoup trop jeune, mais en 1972, quand Nixon est allé en Chine, ça s'inscrivait dans un climat de tension et ils avaient dit que pour éliminer les tensions, il faut faire place à la communication, au dialogue et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et lorsque je regarde également les entreprises canadiennes, et ça, c'est un élément important, les entreprises canadiennes qui font affaire en Chine, ils vont sans mettre de côté leurs valeurs, que ce soit les sociétés privées ou encore les sociétés qui sont des sociétés institutionnelles. Remarquez aussi qu'il y a certaines sociétés qui vont en Chine, qui font déjà partie du Global Compact des Nations Unies, dans lesquelles on retrouve plusieurs valeurs auxquelles ils se sont inscrits
et également, ils ont fait un engagement d'en faire la promotion un peu partout dans le monde. Donc, c'est vrai, il y a des sociétés chinoises également qui font partie du Global Compact. Donc, tout ça peut se faire dans un climat sain, un climat constructif, un climat de dialogue et également un climat de respect mutuel. Et c'est comme ça qu'ensemble, on va pouvoir faire évoluer la relation. Ça me paraît fondamental. Merci beaucoup pour cette perspective, c'était très intéressant. Maintenant, un peu dans le même ordre d'idées. Hong Kong, Taïwan, les relations tendues entre les États-Unis et le Canada, entre les États-Unis et la Chine, pardon, pas entre les États-Unis et le Canada. À votre avis, est-ce que le Canada peut continuer d'avoir une politique diplomatique distincte de celle des États-Unis quand il est question de la Chine? C'est un point important. Vous savez, lorsqu'on parle de diplomatie à l'international, c'est toujours une question qui a plusieurs angles. On va en prendre deux aujourd'hui. On va le prendre l'angle bilatéral, également l'angle multilatéral. Prenons l'angle multilatéral. Le Canada joue sur plusieurs facettes de ce côté-là aussi. Avec la Chine, évidemment, il y a un certain nombre d'accords qui sont intervenus au cours des dernières années. Et pour le Canada, dans la région Asie-Pacifique, il y a aussi des accords qui sont intervenus. L'accord de partenariat transpacifique est intervenu, qui inclut 11 pays. Donc, il y a le volet économique sur lequel on s'inscrit sur une base multilatérale. Il y a présentement, lorsqu'on parle des États-Unis, je sais que les États-Unis et l'Europe sont des gens qui parlent beaucoup de la question de l'Indo-Pacifique au moment où on se parle, qui est évidemment l'Asie, mais de façon beaucoup plus grande d'un point de vue géopolitique. Je pense que le Canada, présentement, est dans une période de revision de sa politique qui va sans aucun doute s'inscrire dans cette question, dans cette notion d'Indo-Pacifique. Cependant, à mon point de vue, il est important pour le Canada et probablement tous les pays dans le monde, mais particulièrement pour le Canada, quand je considère l'amitié qu'on a avec la Chine, de s'inscrire aussi dans une relation à caractère qui est bilatérale. Vous savez, le Canada a toujours bénéficié d'une amitié exceptionnelle avec la Chine, qu'on regarde, par exemple, l'ascension au niveau de l'OMC, où est-ce qu'on a joué un rôle qui était important. Et lorsque je regarde présentement les différents sondages, lorsqu'on regarde l'humeur de la communauté d'affaires, il est certain que la communauté d'affaires veut s'assurer que les deux gouvernements vont se parler dans un nouveau contexte, dans un nouveau climat, maintenant que la question de Huawei et les deux Micros est derrière nous. Les gens d'affaires veulent s'assurer également, et la population canadienne veut s'assurer qu'on regarde l'avenir avec énormément d'optimisme. Et c'est ce qui impose, à mon point de vue, ce qui doit impliquer une relation bilatérale que le gouvernement canadien doit probablement être en train de redéfinir au moment où on se parle. Et ça ne veut pas dire une relation bilatérale dans laquelle on mettra nos valeurs de côté. Mais encore une fois, il y a une façon de se faire entendre de façon respectueuse et également à travers un dialogue que je qualifie toujours de dialogue constructif. Parfait, merci, c'était très intéressant. J'en profite, là, vous avez parlé au début du fait que la Chine représentait des occasions extraordinaires, vraiment comme dans un avenir très rapproché. Est-ce que l'espèce de légende urbaine selon laquelle la langue des affaires va devenir le mandarin, selon vous, c'est vrai ou est-ce qu'on doit se mettre à nos cours tout de suite pour rattraper le temps perdu? Bien, écoutez, c'est une question. Moi, je vais en Chine depuis plusieurs années. Je suis allé en Chine probablement plus de 40 fois. Et je vais vous confesser que je n'ai pas beaucoup de talent au niveau des langues. La langue extrêmement difficile. J'ai quelqu'un qui m'a dit près d'1 an et demi à temps plein à réussir à bien se faire comprendre. Il est évident quand on fait affaire dans un autre pays, si vous avez la possibilité, si vous avez le talent, la capacité, le temps d'apprendre une deuxième langue, c'est une question de respect fondamental. Cependant, je dois dire que pour les gens les gens qui parlent anglais, être capable de faire affaire en Chine, vous allez être capable aujourd'hui de faire affaire en anglais assez facilement. La nouvelle génération parle très, très bien anglais, mais c'est toujours une question, évidemment, de respect si vous avez la chance de pouvoir l'apprendre. En plus, pour moi, plus de langues on parle, mieux c'est. C'est une question de richesse culturelle, richesse personnelle. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Écoutez, il est 12h15 tapante. Monsieur Martin Cochon, vice-président du conseil d'administration du Conseil d'affaires Canada-Chine, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je sais que vous avez un rendez-vous là, tout de suite après, donc je ne vous garderai pas plus longtemps. Merci à tous nos participants d'avoir été parmi nous. Je le réitère, si vous avez des questions, on n'aura pas le temps de les prendre en temps réel, mais vous pouvez nous les transmettre à l'écrit. Puis ça va nous faire plaisir d'y répondre dans les plus brefs délais. Merci encore.
Merci beaucoup, très apprécié. Au revoir.